Le monde des rencontres aujourd'hui, on peut dire que ça ressemble parfois à un véritable labyrinthe. C'est devenu un défi, un vrai défi, qui pour beaucoup de gens est source de pas mal de confusion, voire d'anxiété. Et c'est la grande question que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce si compliqué? On sent bien qu'il y a une sorte de frustration générale face à un système dont les règles semblent invisibles et surtout en perpétuel changement. Alors, pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va décortiquer ensemble un cadre de pensée assez précis. Il propose 5 lois de survie qui sont souvent contre-intuitives mais qui s'appuient sur des choses très concrètes. La psychologie, la biologie et même les statistiques. Allez, on commence par la base. La première partie, elle, se concentre sur le travail sur soi en quelque sorte, sur les compétences de fond qu'il faut développer avant même de penser aux résultats d'un rendez-vous. Et voici donc la première loi. Attention, elle peut surprendre. L'idée, c'est que l'aisance sociale, ce n'est pas un don du ciel, c'est un muscle, vraiment. Et comme n'importe quel muscle, il faut l'entraîner. Comment? En pratiquant sur des situations à faible enjeu, c'est-à-dire en parlant un peu à tout le monde. Et il y a une vraie science derrière ça. Ça s'appuie notamment sur les travaux d'un certain Zajonc. En fait, c'est comme un entraînement pour notre cerveau, et plus particulièrement pour la zone qui gère la peur. En multipliant les petites interactions, on désensibilise notre système et la peur du rejet diminue petit à petit. On passe à la deuxième loi qui met en avant le pouvoir de l'imitation, de l'apprentissage par l'observation. Le message est clair, pas la peine de vouloir réinventer la roue. Le plus efficace, c'est souvent d'apprendre de ceux qui maîtrisent déjà les codes. Alors ça, c'est absolument fascinant. Cette loi, elle est ancrée dans les neurosciences. Les travaux de Risolati sur les neurones miroirs ou ceux de Bandura sur l'apprentissage montrent que près de 80% de nos comportements sociaux sont appris par observation. Autrement dit, on devient ce que l'on observe. Ça montre à quel point le choix de nos modèles, qu'ils soient conscients ou non, est juste déterminant. Bon, maintenant que les bases psychologiques sont posées, il est temps de s'attaquer au terrain de jeu lui-même. Voyons un peu la stratégie externe. Comment on navigue dans ce contexte si particulier. La troisième loi. Elle peut paraître un peu brutale, mais en réalité, elle est assez libératrice. Elle nous invite à voir les choses non pas comme une série d'échecs personnels, mais plutôt comme un système qui répond à des lois statistiques. Et pour bien illustrer ce jeu de chiffres, regardez ça, 0,2%. C'est une statistique tirée des données d'Occupid. C'est la probabilité pour un homme qu'un simple like sur une application se transforme en une rencontre physique. C'est infime. Ça change complètement la perspective. Et ce graphique, il montre bien la symétrie du système. Pour les femmes, par exemple, avoir beaucoup de matchs, ce qui est fréquent, ne garantit absolument pas la satisfaction finale. En fait, ça souligne que pour tout le monde, la clé, c'est le volume d'interaction pour augmenter ses chances de trouver une vraie compatibilité. Quatrième loi. Celle-ci, c'est une sorte de bouclier mental. Une règle de protection pour éviter de s'attacher trop vite, de surinvestir émotionnellement, avant même de savoir à qui on a vraiment affaire. Et voilà pourquoi. Tout est lié à la chimie de notre cerveau, un sujet étudié par des chercheurs comme Helen Fisher. Au début, c'est l'euphorie, le cocktail hormonal. Mais ce n'est qu'après une dizaine de rendez-vous, quand tout ça commence à se calmer, qu'on atteint une sorte de stabilité perceptive. C'est là qu'on commence à voir l'autre personne de manière plus lucide et réaliste. On arrive à la dernière loi, qui est sans doute la plus philosophique de toutes. Elle nous parle d'accepter une chose essentielle, le rôle du hasard. La cinquième loi, donc. Elle aborde une idée un peu vertigineuse, mais là encore très libératrice, l'idée de contingence. Le succès d'une rencontre ne dépend pas seulement de la compatibilité, mais aussi, et surtout, du timing, de l'agenda de l'autre. Et ça, c'est hors de notre contrôle. Ce chiffre est énorme, 60%. Selon des études comme celle d'Eastwick et Finkel, c'est la proportion de couples qui se forment d'abord grâce à une opportunité de timing, bien avant la compatibilité des caractères. La conclusion, elle donne le tournis. Être la bonne personne au bon moment, ce n'est pas juste un petit plus. C'est une variable centrale de l'équation. Ok, maintenant qu'on a vu toutes ces lois, la question c'est, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on passe de la théorie à la pratique? Il s'agit de transformer cette compréhension en une nouvelle façon d'agir. Prenons une croyance très répandue, presque un mythe, le charisme, on l'a ou on l'a pas. Eh bien, le principe qu'on a vu la contredit totalement. L'aisance sociale, ce n'est pas inné, c'est une compétence qui se développe, qui s'entraîne. Et tout ça, ça nous mène à un cycle d'action très concret. Chaque étape est une application directe d'une des lois. Et le plus fort, c'est que chaque étape renforce les autres. C'est un véritable système vertueux qu'on peut mettre en place. En résumé, si on adopte cette approche, les bénéfices sont clairs.
On passe d'un état d'anxiété où l'on subit les choses à un état de résilience où l'on devient acteur. Plus d'aisance, moins de peur et au final, beaucoup plus de sérénité. Et on termine sur cette citation du sociologue Pierre Bourdieu qui résume parfaitement l'esprit de tout ça. Comprendre les règles du jeu, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas être fataliste, c'est tout le contraire. C'est se donner les moyens d'agir avec lucidité et au bout du compte, avec infiniment plus de liberté.